vont pas tarder à arriver. Je me présente rapidement. Je suis Romain Marquand, je suis tech lead chez Théodo et aujourd'hui, je vais vous parler de DevSecOps. Donc, ce talk, en fait, il fait suite à une mission que j'ai réalisée avec Théodo dans une digital factory d'un grand groupe industriel composé d'une centaine de développeurs et répartis dans plus de 15 équipes. Donc, c'est une digital factory web avec des projets en React, Java, Spring Boot avec Docker et Kubernetes, tout ça dans une culture agile et DevOps. Alors, très rapidement, je vais vous rappeler ce qu'est le DevOps. Donc, c'est la réunion du dev et de l'ops dans le but d'automatiser les process de déploiement et de réduire le feedback loop en introduisant des tests automatiques tout au long du développement. Donc, à la Digital Factory, ça se présentait comme ça. Là, le schéma que vous voyez là, c'est la pipeline d'intégration continue, donc qui permet d'aller du développement tout à gauche jusqu'au déploiement. Tout ça de façon automatique sur le cloud. Et du coup, donc, quand on est arrivé, on s'est un peu posé la question de où était la sécurité dans tout ça. Donc, comme je l'ai dit, c'est une culture agile donc qui fonctionne en sprint. Et ce qui se passe typiquement, c'est quand on lance un nouveau projet, on fait une première itération avec une 10 ou quinzaine de sprints. Ensuite, on commence à se dire que là, le produit qu'on a développé, il est vachement bien. On fait quelques tests utilisateurs, les utilisateurs adorent, et là, on communique à tout le monde, ça y est, on est prêt à partir en production. Sauf que dans la réalité, dans les grands groupes, généralement, avant de pouvoir, enfin dans les grands groupes et même les plus petits, avant de pouvoir déployer une application en production, on passe par un audit de sécurité. Cet audit de sécurité, généralement, si les développeurs, eux, étaient plutôt concentrés sur le développement de leurs produits et il arrive que les aspects de sécurité soient un peu passés à côté. Résultat, cet audit est suivi d'un nombre de retours incalculable qu'il faut intégrer absolument avant de pouvoir partir en production, ce qui cause de la frustration, une perte de temps et éventuellement d'argent. Juste un truc que j'ai oublié de préciser, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à démute votre micro et à me les poser directement parce que je ne vois pas le chat quand je présente. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions. Du coup, donc, on a ce gros audit de sécurité et c'est là que le DevSecOps rentre en jeu. Donc, l'objectif du DevSecOps, en fait, ça va être on parle souvent de shift left, en fait, de prendre cet audit de sécurité qui a lieu tout à la fin, au bout de la chaîne, et le rapprocher vers la gauche, c'est-à-dire vers le développement, pour diluer en fait cet audit et le rendre beaucoup plus régulier. Donc, les objectifs du DevSecOps, c'est un peu comme ceux du DevOps, mais adaptés à la sécurité. Ce qu'on va vouloir faire, c'est automatiser cet audit de sécurité qui est à la fin via des outils et réduire le feedback loop également pour que les équipes pensent à ces aspects de sécurité quotidiennement. Et enfin, le dernier objectif pour garantir que l'on développe des applications sécurisées dès le premier jour, c'est de faire de la sécurité l'affaire de tous, donc toutes les personnes qui sont impliquées dans le développement d'un produit. Donc, les trois piliers du DevSecOps, et ça va me servir de plan pour ma présentation aujourd'hui, ce sont ces trois-là, donc la mise en place d'outils automatiques pour automatiser l'audit, de la formation et le rôle de Security Champion que je vous présenterai tout à l'heure.
Donc, pour commencer, quand on parle d'outils de sécurité, généralement, alors, quand on se penche un peu dessus, on tombe sur plein d'acronymes comme ça, un peu, et des termes un peu barbares. Et la première réaction qu'on a, c'est ça. Du coup, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous en détailler quelques-uns et je vais vous expliquer comment on a choisi ces outils pour la Digital Factory. Donc, pour commencer, je vais vous présenter quatre grands types d'outils qui sont ceux qu'on a implémentés. Donc, le premier, c'est les outils qu'on appelle SAST. Donc, c'est pour Static Analysis Security Testing. Là, c'est un outil qui est assez naturel. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le code de l'application et il va tout simplement le lire. Donc, c'est un test qui est dit en boîte blanche puisque l'outil a accès au code et son but, ça va être de détecter via des expressions régulières ou autres des schémas qui représentent des vulnérabilités potentielles. Donc, le gros avantage de cet outil, c'est qu'il n'a pas besoin qu'une application tourne et donc on va pouvoir le mettre très très tôt dans la chaîne avant même que l'application soit déployée. Le meilleur exemple pour ça, c'est SonarLint, qui est tout simplement un linter qui est intégré directement dans l'IDE des développeurs et qui va pouvoir remonter des vulnérabilités au moment précis où les développeurs codent. Le SAST, typiquement, il va être très bon pour détecter des vulnérabilités telles que les injections SQL, par exemple, où là, en fait, il peut suffire de regarder la requête pour voir si elle est vulnérable aux injections SQL. L'un des désavantages du SAST, c'est qu'il peut arriver qu'il remonte des fausses alertes. On parle de faux positifs en sécurité, mais c'est déjà une première vérification. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples qui sont pour la plupart open source, avec SonarCube, qui est une version commerciale avec des fonctionnalités supplémentaires. Ensuite, le deuxième outil, c'est l'exact opposé du SAST, c'est le DAST, donc pour Dynamic Analysis Security Testing. Là, donc, ça va être un test qui va être fait en boîte noire sur une application déployée. Et ce que va faire le DAST, c'est qu'il va lancer en fait de vraies attaques. Donc, il va prendre l'application et il va la bombarder de requêtes pour essayer de déclencher une attaque et il va observer en fait ce résultat. Donc, les deux grands exemples de DAST assez réputés, on a Zap, qui est développé par le OWASP, j'en parlerai tout à l'heure, et Burp Suite, mais il en existe beaucoup d'autres. Le DAST, lui, typiquement, il va être assez bon pour détecter des vulnérabilités qui sont présentes dans des cookies, par exemple, ou de l'upload de fichiers. Il peut aussi détecter des injections. Le gros désavantage du DAST, c'est que lui, il va avoir besoin d'énormément de configuration, puisque pour envoyer des requêtes sur un serveur, il faut déjà connaître un petit peu les types de routes qui sont exposées par ce dernier. Ensuite, donc, on a les outils de détection de dépendance vulnérable. Alors pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. Je pense que tout le monde est au courant de l'affaire des Panama Papers. Donc, c'est une grosse affaire qui a eu lieu en 2016 et qui a révélé une grosse affaire d'évasion fiscale. Et en fait, donc, les Panama Papers ont vu le jour suite à un piratage d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Mossack Fonseca. Et alors, c'est pas complètement prouvé, mais l'une des hypothèses les plus plausibles serait qu'en fait, Mossack Fonseca utilisait un plugin pour WordPress et Drupal. Donc, WordPress et Drupal sont des CMS qui permettent de gérer du contenu. En fait, il se trouve qu'ils utilisaient un plugin qui était dans une version ancienne, qui contenait une vulnérabilité.
et qui n'avait pas été mis à jour. Donc en fait, cette vulnérabilité avait été détectée par le plugin, il l'avait corrigée, mais Mossack Fonseca n'avait pas mis à jour ce plugin-là. Résultat, on a de fortes raisons de penser que c'est une des causes de ce piratage. Donc là, on a un peu de chance, entre guillemets, parce qu'on est plutôt content que ce piratage ait eu lieu, mais pour une entreprise, c'est très critique. D'où l'intérêt d'avoir des outils de détection de dépendance vulnérable. En fait, ces outils ils sont très très simples. Donc, tous les packages open source peuvent contenir des vulnérabilités et généralement, ces vulnérabilités-là sont connues de tous et publiques. Elles sont distribuées dans une base de données qui est une base de données de CVE, on dit, qui sont des rapports sur un package en question, une version et la vulnérabilité qui est associée. Donc ça a à la fois un gros avantage et un gros inconvénient. Le gros avantage, c'est que comme ce sont des informations qui sont publiques, on va pouvoir vérifier très facilement si on utilise des packages vulnérables. Le gros inconvénient, c'est que les attaquants ont aussi accès à ces données et donc il est important de maintenir ces vulnérabilités-là à jour. Donc là, vous avez plusieurs exemples. NPM Audit en JavaScript, Dependency Check pour Java et d'autres langages. Security Checker, ça c'est pour PHP. Et le dernier, c'est Snyk. Snyk, c'est un SaaS qui est un outil payant, mais qui est la grosse référence dans le domaine de détection de dépendance. Ensuite, le dernier outil que je voudrais vous présenter, c'est quand on utilise Docker, c'est un outil de scanning d'images. En fait, il va faire exactement comme la détection de dépendance, mais appliqué aux images Docker. Donc, en fait, il va prendre cette image, il va scanner tous les packages qui sont dedans à la recherche de vulnérabilités. Donc là, j'ai remis Snyk puisqu'ils font aussi du scanning d'images. Et l'alternative open source la plus connue, c'est Clair. Donc, je vous ai un peu menti, en fait. J'ai dit qu'il n'y avait que 4 outils, mais en fait, il y en a un 5e. Le 5e, c'est le YAST. Donc, celui-là, on ne l'a pas implémenté à la Digital Factory, mais je trouvais ça intéressant à présenter pour vous montrer un peu là où on en est en matière d'outils de sécurité. Donc, le YAST, en fait, c'est I pour interactive. Lui, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va fonctionner un peu comme un SAST et comme un DAST. C'est pas hyper intuitif, mais en fait, c'est donc le meilleur exemple, le plus connu, c'est Contrast Security. Eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont on va injecter un petit agent dans l'application. Et donc, quand l'application va tourner, en fait, lui, il va regarder sur quelle partie du code on passe et il va être capable de voir en temps réel si le code qui est exécuté est vulnérable. Ça a beaucoup d'avantages parce que ça va permettre d'être beaucoup plus efficace. C'est des outils qui ont très très peu de faux positifs, donc de fausses alertes. Et en combinant les avantages du SAST et du DAST, on va pouvoir avoir une détection de vulnérabilité qui est très fine et très pertinente. Et le dernier truc dont j'ai peu parlé, c'est donc les outils. Il fait aussi de la vérification de dépendance et de façon très intéressante puisqu'il n'y a que les dépendances qui sont utilisées à l'exécution qui vont être analysées. Et donc, encore une fois, ça donnera très, très peu de faux positifs. Alors du coup, comment choisir ces outils ? Nous, la grosse contrainte qu'on avait à la Digital Factory, c'était de choisir des outils 100% open source. Donc, c'était une première contrainte qu'on a eue. Et pour aider notre choix, l'étoile du Nord qu'on a suivi du début à la fin, ça a été de toujours maximiser la couverture de vulnérabilité. En fait, le plus important, c'est de garantir que le projet va être sécurisé contre le maximum de types d'attaques connus. Et donc, il est important que cette couverture soit maximale. Pour ça, vous pouvez regarder
le top 10 de l'OWASP. Donc OWASP, j'en ai un tout petit peu parlé au début, mais c'est Open Web Application Security Project. Donc c'est un organisme qui concentre et diffuse des bonnes pratiques de sécurité web. Et pour ça, donc, ils ont fait un top 10 des vulnérabilités les plus classiques, disons, en web. En web. Deuxième truc, donc c'est Gartner qui établit un rapport, je crois, chaque année sur ces outils de sécurité et qui établit un peu un benchmark. Donc, c'est une bonne référence à aller regarder. Et enfin, si jamais vous avez un outil et que vous avez envie de tester son efficacité, il y a un projet de l'OWASP qui s'appelle aussi le Benchmark, qui est en fait une application pleine de trous avec des scénarios de test. Et donc, il suffit de brancher l'outil sur cette application, de lancer les tests et il va établir un rapport sur la pertinence de cet outil-là. Donc, du coup, voilà un petit peu ce que ça a donné à la Digital Factory. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais l'objectif là, c'est de vous montrer qu'on a essayé de shift left le plus possible et de mettre un maximum d'outils dès le début de la chaîne pour remonter les alertes le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici déjà ? Juste Romain, sur la slide d'avant, je ne voyais pas l'abscisse. Je pense que c'est mal réglé. Le zoom est mal réglé, je suis désolé. Alors, en gros, c'est sur ce graphe-là, en gros, on a en abscisse, on a le taux de faux positifs, ok, d'accord. de fausses alertes, et en ordonnée, le taux de vrais positifs. Très bien. Donc, merci beaucoup. Un très bon outil va se trouver dans la partie en haut à gauche du graphe. Un outil aléatoire, il va être sur l'identité, et un outil hyper mauvais, donc qui détecte plus de fausses alertes que de bonnes, sera plutôt sur la partie inférieure. Merci beaucoup. Du coup, donc là, on a mis ça en place, on était très contents parce que ça y est, on a une sorte de gate de sécurité qui interviennent tout au long de la chaîne et qui nous assure qu'on ne pourra pas déployer tant qu'on aura des vulnérabilités. Mais en fait, on a encore deux problèmes liés à ça. Le premier, c'est que du coup, les développeurs qui vont interagir avec ces outils sont pas forcément très sensibilisés à la sécurité, donc ils vont pas forcément comprendre facilement les rapports, et en plus de ça, pas forcément savoir comment corriger les erreurs. Et l'autre problème qu'on a aussi, c'est que tous ces outils-là sont vachement bien, mais il y a des types de vulnérabilités qui ne sont pas capables de détecter. Je pense notamment à des problèmes de contrôle d'accès. Donc, le contrôle d'accès, c'est protéger certaines ressources en fonction d'un rôle ou d'un titre dans une entreprise, par exemple. Ça, c'est des choses qui vont être très difficilement détectables par des outils, puisque c'est de la logique qui dépend complètement du métier de l'application. D'où l'importance de faire de la formation, et l'objectif principal de cette formation, c'est de dire que la sécurité est l'affaire de tous. Donc pour ça, on va aller voir les développeurs et on va pour commencer les former à l'utilisation de ces outils. Et autre chose assez importante, les sensibiliser aux risques liés à la sécurité. Ça, c'est vraiment ce qui va permettre aux développeurs de penser à la sécurité plus régulièrement, en sachant que tel type de vulnérabilité en sachant ce que tout ça peut causer. Et enfin, diffuser quelques bonnes pratiques et contre-mesures face à des risques potentiels. Donc là, je vous ai remis le top 10 de l'OASP. Ça, c'est ce que j'ai suivi quand
quand j'ai donné ma formation, ça a permis d'avoir une trame un peu générale et de rentrer dans chacun des aspects. Et c'est tout. Évidemment, non, c'est pas tout. Il va être aussi très, très important de former les équipes métiers parce que les personnes une équipe qui est en train de développer un produit, ce n'est pas forcément uniquement les développeurs, il y a aussi toutes les équipes qui vont être chargées de faire la conception de ce produit. Et donc, il est très important que ces équipes-là soient aussi formées à concevoir des fonctionnalités sécurisées. Par exemple, lorsque je conçois une fonctionnalité d'authentification, l'une des bonnes pratiques, par exemple, c'est de proposer une fonctionnalité de réinitialisation du mot de passe au cas où ce mot de passe serait corrompu. Et ça, il est important de le mentionner dès le départ pour que ce soit pris en compte dans les développements. Généralement, les équipes métiers, leur objectif, leur but dans la vie, c'est de satisfaire leurs utilisateurs. Là, en matière de sécurité, ça va être quasiment pareil. Les utilisateurs qu'on va aller regarder, c'est les utilisateurs malveillants, donc ceux qui veulent nuire à l'application ou à l'entreprise. Ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être des hackers qui veulent tout simplement voir le monde brûler. Ça peut être un ancien employé qui n'est pas content et qui a envie de se venger. Ça peut être plein de choses. Et donc pour ça, un outil qui est assez pratique en général. Donc quand on fait du développement agile, on est habitué à créer des user stories. Donc c'est une phrase qui décrit ce que l'utilisateur veut faire. Là, on peut utiliser ce qu'on appelle des evil user stories. L'objectif de ces user stories, ça va être de se mettre à la place d'un attaquant et d'essayer de trouver des actions que cet utilisateur-là peut faire dans le but de s'en protéger. Donc ça, c'est un bon moyen de se poser la question de qu'est-ce que je peux faire qui soit vulnérable, et c'est un bon moyen d'y penser. Donc, du coup, après cette formation-là, on est encore plus heureux qu'avant parce qu'on a formé toutes nos équipes, on a des outils automatiques pour détecter ça. Ça y est, on peut crier haut et fort que la sécurité est l'affaire de tous. On est trop content. Sauf qu'en général, quand tout le monde est responsable de quelque chose, au final, ça devient la responsabilité de personne. D'où l'introduction de ce nouveau rôle dans une équipe qui va être le Security Champion. Donc, cette personne-là, ça va être le vrai référent sécurité de l'équipe. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va être expert en sécurité, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est intéressé par le sujet et qui a envie d'apprendre. Donc, il va être référent. Ça va être lui qui va pouvoir répondre aux questions de son équipe, prendre éventuellement des décisions, etc. Il va aussi jeter un œil plus récurrent sur les rapports d'outils pour s'assurer que les vulnérabilités sont bien corrigées. Et enfin, chose assez importante, son troisième rôle, ça va être de ne pas freiner le delivery. Puisque si on veut que la sécurité soit une part importante de la vie d'un projet, il faut que ce ne soit pas non plus un frein trop grand, puisque sinon, ce sera vite abandonné devant l'urgence du développement de certaines fonctionnalités qui peut arriver. Et dernier point qui est, je pense, le plus important en DevSecOps, ça va être le partage de la connaissance. Donc là, l'objectif, c'est ce qu'on a mis en place, c'est de créer une réunion hebdomadaire, et ça va être un peu le temps pour que les Security Champions se retrouvent et partagent leurs apprentissages. Donc, ça peut être une correction de vulnérabilité assez pointue qu'ils ont envie de partager. Ça peut être de la veille technique qui a
la veille technique. Et l'objectif de ces points-là, ça va être aussi de diffuser ces apprentissages. Donc ça, là, je vous ai mis à droite, par exemple, ce que fait la guilde sécurité de Théodo. Régulièrement, en fait, ils envoient une newsletter sécurité pour permettre, pour présenter généralement une attaque qui a marqué le web et les contre-mesures et ce qu'on peut en tirer nous. Donc, ce dernier point-là, c'est quelque chose qu'on a mis en place chez Théodo et qui est un vrai vecteur d'amélioration technique de façon transverse sur tous les projets. On a des points de partage de connaissances comme ça, donc on appelle des guildes, je l'ai un peu évoqué. Et c'est pas uniquement en sécurité, hein, sur plein de sujets. Et c'est vraiment ça qui permet à toute la boîte de progresser depuis le terrain, donc les projets, jusqu'à toute l'entreprise. Du coup, pour conclure, là, je vous avais parlé au début des 3 piliers du DevSecOps. En fait, il y en a plutôt 4. Donc, c'est l'outillage, la formation, le Security Champion et le partage d'apprentissage. Ça, c'est vraiment les 4 parties les plus importantes. Je vais vous faire un petit retour sur cette mission et sur l'outillage uniquement open source. En fait, je me suis rendu compte qu'avec l'open source, en matière de sécurité, on peut faire absolument tout ce dont on a besoin avec les 4 types d'outils que j'ai présentés au début. Du coup, la question qu'on serait tenté de se poser, c'est à quoi servent les outils commerciaux à part coûter plus d'argent. Évidemment, donc les avantages qu'on va avoir, ça va être un peu les avantages classiques qu'on a à utiliser des SaaS, par exemple. Donc, ça va être du support et potentiellement de la formation. Et ce qu'on observe aussi, c'est que dans des outils commerciaux, on aura généralement des alertes qui seront beaucoup plus claires et des rapports beaucoup plus simples à comprendre. Et enfin, dernier petit point sur lequel il faut être assez vigilant. Généralement, donc ces outils open source, ils ont tendance à couvrir un type précis, ce qui fait que du coup, on va devoir multiplier les outils pour pouvoir tout couvrir. Et le risque, en ayant plein d'outils, c'est de ne pas pouvoir de devoir un peu regarder partout pour détecter nos erreurs. C'est ce qu'on appelle la tool soup. Et il peut être assez judicieux de préférer plutôt un outil pour les gouverner tous. Donc, c'était la fin. Donc, je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer d'ouvrir le chat pour voir un petit peu. Une petite question. D'abord, merci beaucoup. Et à quel point ça fait gagner du temps, du coup, sur l'audit final, d'avoir mis ça en place? Si tu as un ordre de… Alors, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu vérifier. De toute façon, ce qui est certain, c'est que en fait, cette mission-là, on l'a faite en parallèle avec l'équipe sécurité. Donc, les personnes qui font l'audit, ils étaient là pendant qu'on a fait cette mission-là. L'objectif, c'est pas que eux arrêtent complètement de faire cet audit-là, hein. Il aura toujours lieu. Mais ce qu'on peut espérer, c'est que du coup, la quantité de retours soit très très faible et que plutôt que de prendre un mois, ça prenne plus que quelques jours. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Sur quel facteur vous avez choisi le Security Champion? Est-ce que c'est sur du volontariat, sur des skills ou les deux? Ouais, alors c'était complètement sur la base du volontariat.
l'un des gros critères, c'était que ce soit un développeur qui ait quand même un minimum d'expérience en développement. Donc, tout simplement pour qu'il puisse se concentrer sur la sécurité plutôt que sur sa progression en tant que développeur. Et enfin, du coup, quelqu'un qui soit intéressé par les aspects de sécurité. Merci beaucoup. Très clair. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, il me reste juste à vous remercier et à vous souhaiter un bon appétit. Bon app.